Chers élèves, bonsoir, bienvenue au lycée Louis-le-Grand pour cette soirée un petit peu spéciale, puisque nous avons la grande chance et le grand honneur d'accueillir Cédric Villani au lycée Louis-le-Grand. Alors je voudrais en tout premier lieu adresser mes meilleurs vœux pour une très bonne année personnelle, professionnelle, citoyenne à Monsieur Villani. Cher Cédric, merci beaucoup de prendre le temps, dans un emploi du temps qu'on sait extrêmement contraint, prendre le temps de venir rencontrer nos élèves, et puis beaucoup de parents aussi, sur des sujets qui sont vraiment au cœur de l'intérêt et de la recherche autour de l'intelligence artificielle, mais sur des sujets qui sont aussi importants pour nos élèves et qui sont des sujets concernant les parcours et l'orientation, au fond, le chemin d'un mathématicien à travers un certain nombre d'institutions, de choix, de projets, pour arriver jusqu'à Louis-le-Grand ce soir, en étant au départ parti de Louis-le-Grand, pas tout à fait parti d'eux, mais en tout cas passé par Louis-le-Grand, puisque vous le savez, Cédric Villani est un ancien du lycée Louis-le-Grand. Voilà, donc je voudrais pas être plus long, parce qu'on a déjà mangé un petit peu le temps, mais même en étant bref, dire avec beaucoup de conviction mes remerciements pour ce moment d'échange et de partage avec le lycée Louis-le-Grand. Merci beaucoup. Bonsoir, je vais essayer d'être très rapide puisque nous avons commencé tardivement la réunion. Cher Cédric Villani, chers parents, chers élèves et chers professeurs, l'association des parents d'élèves PEP-LLG est très honorée de recevoir l'un des plus illustres, sinon le plus illustre, des anciens élèves contemporains du lycée Louis-le-Grand. Je rappelle que Cédric Villani avait accepté d'intervenir l'année dernière dans le cadre de notre cycle de conférences sur l'eugénisme, l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Et suite au report de son intervention, il m'avait promis une nouvelle date. Et il a tenu parole, malgré un agenda surchargé, comme vous le savez. Je l'en remercie très sincèrement. Cédric Villani est un homme qui inspire, qui donne envie de se dépasser, qui porte en lui des valeurs d'ouverture, de rigueur et d'excellence qui nous sont chères. Prix Fermat en 2009, troisième français à avoir reçu le prix Henri Poincaré de l'Association internationale de physique mathématique et lauréat de la médaille Fields en 2010, récompense suprême considérée comme le prix Nobel des mathématiques. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 2013. Célèbre bien au-delà de ses recherches pour son engagement dans la société civile, ses talents de vulgarisateur et son enthousiasme communicatif devant le mystère, la beauté, voire la poésie de la mathématique, comme il la nomme. Si le système français est si performant sur la scène internationale, dit-il, je rappelle que la mathématique française s'est imposée au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est en grande partie grâce aux classes préparatoires. Sur les 52 médailles Fields décernées depuis 1936, 11 sont allées à des Français, ce qui place notre pays au deuxième rang après les États-Unis. Fils de professeur de lettres, Cédric Villani obtient le bac à 16 ans avec la meilleure note en mathématiques de l'Académie de Toulon. Après avoir fait ses classes préparatoires à Louis-le-Grand, il intègre en 1992 l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, où il forme jusqu'en 2000 de nombreux agrégés. Professeur à l'École nationale supérieure de Lyon, de 2000 à 2010, tout en étant professeur invité à Atlanta, Berkeley et Princeton, il poursuit des travaux sur la théorie cinétique des gaz et des plasmas et sur l'optimisation et la gestion des transports. De 2009 à 2017, il est directeur de l'Institut Henri Poincaré, l'un des plus anciens instituts de recherche en mathématiques du monde à la Sorbonne, tout en conservant sa chaire d'enseignement auprès des doctorants. Plus récemment, Cédric Villani a produit un rapport sur l'enseignement des mathématiques dans le primaire et le secondaire en France, en 2017, et un rapport sur l'intelligence artificielle, élaboré en 2018, avec plus de 250 propositions sur l'accessibilité aux données, le développement de la recherche et les secteurs d'investissement prioritaires à l'échelle nationale et européenne.
écologie, santé, transport, formation, pour concurrencer les Américains et les Asiatiques. Le tout avec un objectif de féminisation visant 40% de femmes dans les métiers mathématiques et informatiques. Ce combat nous est cher, car si la proportion de jeunes filles au lycée Louis-le-Grand est de 57%, elle passe à 45% en PCSI et seulement 25% en LPSI. Elle se maintient à 50% en ECS et 80% en filière littéraire. Pourquoi ? La mathématique nous confronte à la possibilité de l'erreur, dit Cédric Villani, à notre dimension faillible, nous met face à la nécessité intellectuelle constante de l'effort, du tâtonnement, du détour opiniâtre. On se plonge dans une angoisse existentielle, on tente de repousser les limites du monde, de révéler un défi sans cesse repoussé parce que chaque découverte en appelle une autre. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « De la rue Saint-Jacques à l'intelligence artificielle », en passant par l'équation de Boltzmann, carrière de mathématicien entre enseignement, recherche et mission parlementaire sur les sciences, enjeux scientifiques et de société. Autrement dit, comment un enfant timide, complexé par sa facilité intellectuelle, devient-il un bâtisseur de ponts entre sa discipline et le reste du monde? Cher Cédric, tu as dit « L'effort est beau surtout parce qu'il est difficile ». Cette philosophie est probablement la raison première de notre invitation. Et elle fait d'ailleurs écho à ce mot de Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Voilà pour cette petite introduction. Je te propose de passer au pupitre pour être filmé. Alors la conférence est filmée. Elle est diffusée en direct dans d'autres amphis de physique-chimie et également par un lien internet. Donc il y a pas mal de personnes qui voient ça du fond de leur fauteuil. Et je vous propose donc d'abord commencer par une intervention, puis toute une série de questions. Quel est le dispositif ? Ah oui, c'est calculé pour. Alors, il faut que je vois quel est l'espace. Là, je vois sur l'écran, voilà, en gros ici, ici. Et bien, c'est bien l'espace qui sera tel que je serai retransmis. Et pardon, ça c'est pour faire quoi? Super. C'est beau la technologie. Merci beaucoup pour cette invitation. Il y a un certain nombre d'années, j'étais à votre place, enfin, cet amphi tel qu'il était, il n'était pas dans cet état-là. Et la rue Saint-Jacques, c'était ma première adresse parisienne. Et l'internat de la rue de ce lycée, la première adresse dans laquelle j'habitais loin de ma famille, évidemment, ça avait été toute une affaire. À mes parents pour me laisser partir, à moi pour m'installer, j'étais fou de joie. Bah ouais, c'était la grande aventure. Classe préparatoire, on voit ça souvent comme quelque chose qui contraint, enferme, rétrécit les intérêts. Moi, j'ai vu ça comme quelque chose d'extraordinairement ouvrant. Et puis, possibilité de travailler sans limitation sur toutes sortes de sujets liés à la mathématique. Des progrès très rapides qui viennent avec le régime de classe préparatoire et l'école très régulière. Et puis, à cette époque-là, j'étais bien en peine de savoir ce que je ferais de ma vie. Mais je approfondissais les sujets qui me plaisaient. Et j'allais me fier à ce qui se présenterait.
Quand on me demande des conseils pour les jeunes, je donne toujours les 3 mêmes conseils. Premièrement, en tout cas, ceux qui m'ont servi. Premièrement, jamais se mettre dans une case. Deuxièmement, toujours bouger. Une fois qu'on maîtrise un truc, on passe au truc d'après. Troisièmement, laisser une place au hasard, qui vous donne des opportunités de carrière bien plus fortes que tout ce qu'on peut imaginer, bien plus inattendues. Et dans les quelques souvenirs que je vais rapporter, vous verrez, comme les 3 sont importants, les changements de centre d'intérêt, le fait d'être sur plusieurs tableaux à la fois et le rôle du hasard. Je vais vous parler un peu du sujet qui était évoqué en introduction. C'est pas vraiment l'organisation optimale du transport, mais c'est un sujet qui s'appelle le transport optimal. Et on va parler de comment c'est lié à d'autres sujets. Et on va terminer sur l'intelligence artificielle. Quand on a calé la conférence, on a dit que ça porterait sur 2 thèmes principalement. L'un qui est le parcours de scientifique tel que je l'ai connu, le parcours de chercheur, et l'autre qui est l'intelligence artificielle, comment ça a évolué, le rapport que j'ai pu faire sur la stratégie intelligence artificielle de la France. Et la façon dont je vais le raconter, c'est qu'en fait, je vais mélanger les 2 histoires, voir comment l'un m'a amené à l'autre. À l'époque, comme je disais, à l'époque où j'avais votre âge, pour les lycéens, ma matière favorite, c'était la géométrie, je veux dire ma discipline favorite. Ouais, je vois des sourires. Qui pense que la géométrie, c'est la plus belle branche de mathématiques? C'est pas mal, c'est bien. C'était vraiment mon grand amour. Et plus que tout, la géométrie du triangle, et de tous mes souvenirs de lycée, sans doute le meilleur souvenir, c'est ce moment en classe de seconde, où notre professeur de maths nous avait fait des développements sur l'équivalence des différentes façons de démontrer en géométrie, où un même énoncé, on le démontrait par géométrie analytique, par géométrie synthétique, c'est-à-dire à la façon grecque ancienne, ou par géométrie barycentrique, en écrivant les points comme combinaison de barycentres de différents points les uns les autres. 3 façons différentes d'arriver au résultat. Ma méthode favorite quand on y arrivait, c'était celle par barycentre. J'en ai jamais fait ni avant ni après cette classe de seconde. C'était un peu une originalité du professeur de maths qui tenait à ça parce qu'il était passionné par ça. Et je dois dire que les profs qui m'ont laissé les souvenirs les plus importants, les plus marquants, les plus passionnants sont ceux qui suivaient le moins le programme. Alors, en tout cas, c'était la géométrie. Arrivé en classe préparatoire, c'est devenu l'algèbre. Ça a été une révélation. Qui ici pense que l'algèbre est la plus belle partie de la mathématique? Oh là là! Bon, à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais copain de classe prépa, il n'y avait aucun doute. Toi, tu iras à l'école normale supérieure, te pose pas de questions, c'est ton destin. Bon, alors je suis à l'école normale supérieure. Et... voilà, je le dis, sans guère d'idée de ce que j'allais faire après. D'abord on y va, et puis ensuite on voit. Et puis on se met à faire plein de mathématiques. Arrivé là-bas, j'ai commencé par bien bosser en suivant le bon rythme de prépa. Quelques habitudes que j'ai importées de prépa à l'ENS aussi, dans l'internat. À l'internat de Louis-le-Grand, je passais pour avoir la chambre la plus mal rangée de tout l'internat. La blague habituelle, c'était... si jamais il y a un tremblement de terre, ça risque de ranger la chambre de Cédric. Et à l'ENS, j'ai importé ça à tel point que dans un concours photographie, une fois, quelqu'un s'est dit « je vais photographier la chambre de Cédric, ça va être dans une exposition, comme un objet vraiment chaotique, extraordinaire. » Début d'école normale supérieure, j'ai continué sur ma lancée, bien travaillé, et ensuite, je me suis mis à travailler beaucoup moins, on va dire, avec quelques mois de décalage. Il se trouve, et puis aussi parce qu'à l'ENS, rencontre entre littéraire et scientifique, très important, beaucoup de centres d'intérêt, des copains de promo avec qui, par la suite, bien plus tard, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des conférences, et ainsi de suite. Et parmi les victimes collatérales, pour moi,
il y a eu l'algèbre. Il se trouve que le cours d'algèbre démarrait quelques mois plus tard que les autres, à une époque où j'étais beaucoup moins motivé. C'est pas la seule raison qui fait que finalement, je ne me suis pas tourné vers l'algèbre, mais vers l'analyse. Qui ici pense que l'analyse est la plus belle des disciplines mathématiques? Il y en a. C'est l'algèbre la grand vainqueur pour l'instant. Mais il y en a aussi qui pensent à l'analyse. Et puis après, de l'analyse, je suis passé à la physique mathématique, alors que je n'étais pas spécialement féru de physique en classe préparatoire. Qui ici pense que la physique, c'est bien mieux que les mathématiques? Oh là là. Il y en a pas mal. Alors, j'ai été de l'avis inverse à votre âge, et pourtant je me suis retrouvé à faire la physique mathématique, et même de tous ceux, on va dire, qui ont reçu une éducation traditionnelle, française, scientifique, si je puis dire, passant par les cursus de classe préparatoire, le premier français à décrocher le prix Henri Poincaré, qui est un prix de physique mathématique international. On ne sait jamais sur quel territoire va vous mener le vent de la science. Et le sujet physique statistique, thermodynamique, que je considérais quand j'étais en classe préparatoire comme un sujet vraiment waouh. Ici, je vois quelqu'un qui peut témoigner. J'étais pas super ravi de la thermodynamique. Et puis pourtant, je me suis retrouvé à faire ma thèse sur l'équation de Boltzmann, et c'est même là-dessus que j'ai gagné mes galons, la moitié de mes galons de médaille Fields. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et aussi un sujet que vous n'arrivez pas à aborder par l'angle physique, vous n'arrivez pas à vous dire c'est un sujet passionnant, on vous le montre sur un autre angle, et là vous dites là, c'est un sujet passionnant, extraordinaire. Ça me l'a fait aussi pour l'astronomie, et ça c'était pour la deuxième partie de ma médaille Fields, alors que les questions astronomiques, je trouvais que mathématiquement c'était plutôt pauvre. Finalement, c'est sur la physique statistique des gaz, des plasmas et des galaxies que j'ai obtenu la deuxième partie de ma médaille Fields. En tout cas, le deuxième jalon qui ont permis d'aboutir. Donc, une carrière bien sinueuse. Ce que j'aimerais vous faire ressentir aussi, c'est à quel point les expériences, quand vous êtes chercheur, elles se rebondissent les unes sur les autres de façon inattendue, imprévisible. Et c'est là que joue le hasard. En même temps, il faut arriver à le provoquer. Mon premier sujet de recherche, c'était l'équation de Boltzmann, équation qui régit les gaz. Dans cette pièce, on n'utiliserait pas vraiment l'équation de Boltzmann pour décrire les gaz. On utiliserait plutôt des équations de mécanique des fluides, appelées hydrodynamiques, appelées Navier-Stokes, parce que le gaz est plutôt dense ici. Mais en atmosphère plus élevée, raréfiée, on utiliserait l'équation de Boltzmann, qui est juste la version statistique de dire que les particules se cognent les unes sur les autres. Quand elles cognent, elles changent de vitesse. C'est comme on fait, comme vous imaginez quand vous jouez à la pétanque ou quelque chose comme ça. Et vous imaginez cette gigantesque partie de billard ou de pétanque qui est en train de se jouer avec des milliards de particules autour de nous. La trajectoire d'une molécule de gaz n'est pas prédictible. Mais la trajectoire d'un milliard de molécules de gaz, elle l'est. C'est les grandes découvertes des probabilités. Même si on n'arrive pas à prédire le résultat d'une expérience aléatoire, on arrive très bien à prédire le comportement moyen d'un grand paquet d'expériences aléatoires prises ensemble. Et en particulier de la physique des gaz. Ce qui montre que le sujet est aussi lié aux probabilités, et que j'ai eu la chance de voir au cours de mon parcours différents sujets. Équation de Boltzmann, ce qui est fascinant, c'est précisément analyse, géométrie, probabilité vont se rejoindre. Puisqu'on en est à faire les sondages, qui ici pense que les probabilités sont la plus belle branche des mathématiques? Il y en a 2, 3, 4. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que de toutes les branches des mathématiques, probabilité, c'est celle qui a le plus monté en puissance au cours des dernières décennies, au point d'envahir tout et de prendre une importance extraordinaire. Et même, aujourd'hui, de très loin, la branche mathématique qui est la plus valorisée en termes économiques,
la branche dans laquelle les thèses débouchent sur les carrières les plus prestigieuses dans le monde de l'entreprise, c'est les statistiques. Revanche extraordinaire pour une branche mathématique qui a été considérée longtemps comme une branche à peine fréquentable, une sous-branche. Dans les plus grandes universités, on se demandait s'il ne fallait pas fermer les centres de statistiques parce que ce n'était pas au niveau, etc. Grande revanche. Les jeux entre les disciplines, les statuts, la façon dont on les voit changent et fluctuent. Et on va y revenir sur la question de l'intelligence artificielle. Pour donner juste une petite idée de à quel point un parcours de recherche, ça peut être chaotique, je vais vous parler de ma première invitation à l'étranger. Première invitation de longue durée à l'étranger. C'était aux États-Unis, à Atlanta, 1999, alors que je préparais ma thèse. Comment j'avais décroché cette invitation-là? Il se trouve que parmi les membres de mon jury de thèse, il y avait un mathématicien américain, Eric Carlen, féru d'analyse, et d'une certaine façon d'appliquer la théorie de l'information à l'équation de Boltzmann, au retour vers l'équilibre, qui avait été favorablement impressionné par les accomplissements de ma thèse et qui m'avait dit « Ce serait super que tu viennes nous raconter tout ça à Atlanta, je vais t'inviter pour une semaine. » Je suis allé à Atlanta pour une semaine. Entre-temps, s'était produite une rencontre avec un mathématicien allemand, Félix Otto, au cours d'un séminaire qui a changé ma carrière. Le séminaire, c'est quand quelqu'un vient vous exposer dans une conférence devant un public plus ou moins large, quelque chose qu'il a découvert. Et en écoutant bien le séminaire, qui portait sur un problème d'équation de la chaleur, physique mathématique, quelques semaines plus tard, me retrouvant en train de lire un cours de probabilité qui portait sur des questions statistiques, je me dis, c'est incroyable, je suis sûr qu'il y a un rapport entre le cours que je suis en train de lire et le séminaire que j'ai entendu du chercheur allemand, même si personne n'a entendu parler, à mon avis, il y a un lien entre les deux. Il m'a fallu quelques heures pour trouver le lien, formellement. Quelques jours pour écrire l'article en collaboration avec le chercheur allemand. Quelques jours, c'est rien. Il y a des articles qui vous prennent des années à écrire. Et cet article, vite écrit, vite compris, de tous les articles que j'ai écrits, celui qui a été le plus cité. Il y a de l'injustice dans le monde de la recherche. Vous trimez des fois pendant des années pour quelque chose qui n'intéressera personne, et des fois, en une journée, vous comprenez quelque chose qui va se répandre comme une traînée de poudre. En tout cas, quand je suis arrivé à Atlanta, je me suis dit, au lieu de leur parler d'équation de Boltzmann, je vais leur parler de ce truc que j'ai fait avec Félix Otto. Et là, bingo, il se trouve que dans l'audience, il y avait un chercheur d'origine béninoise, Wilfried Gambo, qui était un grand spécialiste du sujet sur lequel on avait travaillé avec Otto, et qui, lui, a été très étonné de ce qu'on avait pu faire. Il a dit, Cédric, il faut que je le réinvite pour l'année prochaine. Et il s'est arrangé pour que je sois invité pour 6 mois. Très, très important, les invitations à l'étranger. Ça n'existe pas, les carrières de chercheurs à haut niveau qui restent nationales. À Atlanta, pendant ce temps-là, une commande, un cours. Bah, tu viens, tu es invité, tu vas faire des recherches, il faut que tu fasses des cours aussi. Jamais dissocier les cours des recherches. Pour ceux d'entre vous qui font une carrière universitaire, toujours penser à ça. Et je me suis dit, puisque je suis invité sur ce sujet-là, transport optimal, je vais faire un cours là-dessus. Ça a été l'occasion d'écrire le premier bouquin de référence sur le sujet, transport optimal. C'est quoi le transport optimal? C'est un sujet qui date de Gaspard Monge, 1781. Gaspard, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, grand révolutionnaire, ami personnel de Napoléon. C'est lui qui a pistonné Napoléon d'ailleurs pour entrer à l'Académie des sciences. Il avait à peu près le niveau. Pour autant, Napoléon, c'est le seul exemple qu'on ait jamais eu de dirigeant de la France qui puisse discuter avec les meilleurs scientifiques de son temps en étant au courant de tout ce qui se passe, de l'actualité scientifique. Imaginez que vous avez un transport à effectuer, un tas de sable, que vous transportez d'une configuration vers une autre, ou des voitures qui sont dans une certaine configuration, que vous voulez transporter pour qu'elles aillent dans une autre configuration. Allez,
Imaginez, vous avez une flotte de 30 voitures qui sont disposées d'une certaine façon, et vous avez les emplacements finaux. Mais on ne vous dit pas que la voiture numéro 17 doit aller à l'emplacement numéro 13, on vous laisse libre de réarranger. Évidemment, vous avez envie d'amener les voitures au plus proche. Chaque voiture sur la place de parking libre qui est la plus proche. Et le problème, c'est d'arriver à faire ce transfert de la méthode qui coûtera le moins d'énergie. Ça, c'est le problème du transport optimal. Moi, je ne le formule pas avec des voitures, il le formule avec de la terre, mais on peut le formuler avec ce que vous voulez. Et ce problème, dans les années très anciennes, donc, dans les années 1990, on s'est rendu compte qu'il était lié à toutes sortes de choses. Ça peut être du transport de molécules, d'une configuration à une autre, et ça branche vers la physique des gaz. C'est comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois. Ou ça peut être des transports de particules dans un fluide d'une position vers une autre, et ça peut brancher vers des problèmes d'hydrodynamique. Et ce qu'on a découvert, on a été un certain nombre à le découvrir à cette occasion-là, et mon article avec Otto, c'était le premier à le montrer, c'est aussi lié à des problèmes de géométrie. Et notre article, notre contribution, était la première à établir un lien que personne n'avait imaginé entre trois pans mathématiques différents. Un qui vient de la physique mathématique, un qui vient de la géométrie, et un qui vient de probabilité, optimisation de probabilité. Premier problème, et donc je vais vous l'expliquer en mots, c'est un peu la gageure, sans comprendre exactement. On va parler de courbure. Le grande affaire de la géométrie non euclidienne, c'est de savoir ce que c'est que la courbure. Concept qui s'est développé au début du XIXe siècle. Une sphère, c'est courbé positivement. Vous regardez une sphère. Quand vous regardez, vous tracez deux segments sur la sphère, ils sont courbés dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci et comme ceci. Courbure positive, quand les deux arceaux regardent dans la même direction. Une selle de cheval, c'est courbé négativement. Un arceau sur la selle de cheval, il sera d'avant en arrière, il sera comme ça. Tandis que l'arceau qui va de droite à gauche, il sera comme ça. L'un courbé vers le bas, l'autre courbé vers le haut. Ça s'appelle courbure négative. Et c'est une notion qui se généralise à des espaces de n'importe quelle dimension. Savoir si la courbure est positive ou négative, c'est l'une des très grandes affaires de la géométrie. Voici une autre façon, moins rigoureuse dans la définition, mais très imagée. Imaginez que vous êtes en train d'observer un phénomène spatial. Vous avez entendu parler de la relativité générale d'Einstein, avec la masse qui courbe l'espace-temps. Le fait que l'espace-temps soit courbé, ça implique des déviations des rayons lumineux. Et donc, ça déforme. De la même façon que quand vous êtes dans le désert avec une grande chaleur, il y a des formations, vous avez des mirages, vous pouvez voir les choses à des endroits où elles ne sont pas. Question d'indice de réfraction et tout ça. De la même façon, dans l'espace, en fonction de la courbure de votre espace-temps, vous verrez les sources lumineuses déformées. Si vous êtes dans un espace à courbure positive, vous allez toujours surestimer la surface des objets que vous voyez. Si vous êtes dans un espace à courbure négative, vous allez toujours sous-estimer la surface des objets que vous voyez. Vous voyez ici, concept de géométrie, concept de physique qui sont liés. Maintenant, voici une autre façon de penser à la courbure positive, qui n'aura rien à voir et qui serait celle qu'on donnerait à Boltzmann s'il revenait parmi nous. Une notion qui est liée au désordre dans les gaz. Imaginez que vous avez un gaz dans une certaine configuration. Configuration initiale du gaz. Peut-être qu'il y a une zone de haute densité ici, basse densité là. Imaginez que vous avez un gaz avec une autre configuration de gaz ensuite. Et vous vous demandez quelle est la façon la plus économique de transporter toutes les molécules de gaz de la première configuration vers la dernière configuration. Et tout au long du processus, vous regardez comment évolue le désordre dans le gaz. Il y a une notion précise de désordre en physique qui s'appelle l'entropie. Si la courbe de l'entropie est toujours comme ceci, concave en fonction du temps,
alors vous êtes dans un espace à courbure positive. Les deux définitions semblent n'avoir aucun rapport. D'un côté, c'est de la physique et des gaz, de l'autre côté, c'est de la physique des rayons lumineux. Et voilà qu'à la fin des années 90, on découvre que les deux sont liés. Ça semble une anecdote, c'était le début de toute une théorie. Par la suite, un autre bouquin que j'ai écrit qui partait de ça, faisant un petit millier de pages, et qui a été aussi un ouvrage de référence sur ces liens entre probabilité, statistique et géométrie, a reçu des prix d'ouvrages de synthèse. Si j'avais pas été invité à Atlanta en 99 pour travailler auprès d'Ulfried Cambo, je ne serais jamais passé. Si j'avais pas auparavant rencontré Félix Otto qui parlait de son truc, si j'avais pas fait le rapprochement avec le cours de probabilité, il ne se serait jamais rien passé. On pourrait continuer comme ça longuement. Une carrière de recherche, ça repose sur énormément de hasard et d'occasion. Vous vous mettez à discuter avec quelqu'un et il y a une idée qui vient. On va parler maintenant, si vous voulez bien, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet, et puis on va expliquer comment ça se raccroche au précédent. Intelligence artificielle, c'est un sujet dont tout le monde parle en ce moment, il y a des films là-dessus, grand buzz en économie, mais ça ne correspond pas du tout à la vision qu'on en avait au départ. Première fois que moi j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, c'est quand j'avais votre âge, pour les lycéens, dans les ouvrages d'un grand vulgarisateur des années 90 qui s'appelait Douglas Hofstadter. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont lu des ouvrages de Hofstadter. Ouais, là-bas. Un des plus grands de cette époque-là. Gödel et Scherebach, Mathémagie. Et dedans, c'était le premier à parler, pour un public non averti, de la vie d'Alan Turing, au moment où sortaient les premières biographies d'Alan Turing, le mathématicien britannique qui a joué un rôle fondamental dans la Seconde Guerre mondiale. Et Hofstadter parlait d'intelligence artificielle, sujet qui correspondait à comprendre les mathématiques du raisonnement, de l'intelligence, et comment est-ce qu'on met en équation tout ça. Ça avait l'air passionnant, c'était une des raisons qui m'avait fait dire que je ferais une carrière en mathématiques, mais finalement, sans qu'il y ait le moindre rapport apparent avec la carrière de mathématiques que j'ai suivie. Et c'est normal. Du temps que j'étais rentré à l'école normale supérieure, nos enseignants nous disaient « N'allez surtout pas faire de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'a pas d'avenir, c'est une impasse. » Ah oui, il y a des modes aussi, en mathématiques comme partout. Et à cette époque-là, ça semblait une impasse. Et physique des gaz, courbure, tout ce que je vous racontais, c'était complètement différent. Est arrivé le moment où j'ai commencé à faire énormément de vulgarisation mathématique et où on s'est mis à me demander les sujets qui est en train de monter, l'intelligence artificielle, ça serait bien qu'il y ait un exposé, que tu nous fasses un exposé là-dessus, et je faisais l'exposé là-dessus, de ce que je pouvais en comprendre. Est arrivé le moment où je me suis retrouvé invité en tant que chercheur dans des colloques d'intelligence artificielle. Et la première fois, j'ai cru que c'était une erreur. Je me suis dit, ils veulent inviter un mathématicien reconnu, mais c'est juste pour faire de la publicité, alors qu'en fait, le mathématicien, il ne connaît rien à l'intelligence artificielle. Et en discutant avec les organisateurs, j'ai compris que non. Ils voulaient vraiment que je vienne leur parler de transport optimal pour leur conférence d'intelligence artificielle. Le transport optimal, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Pile de configuration de gaz qu'on veut amener, le gaz qu'on veut amener d'une configuration à une autre. Quel rapport avec l'intelligence artificielle? Apparemment aucun. Pourtant, si. Et quand j'ai eu, au bout du Skype, pour la première fois, l'un des plus célèbres spécialistes d'intelligence artificielle dans le monde, le Québécois Yoshua Bengio, et je commence à me présenter, il me dit « T'as pas besoin de te présenter, on a lu ton bouquin, il y a des gens dans mon équipe qui ont lu ton bouquin, qui ont lu tes articles, on est persuadé que le transport optimal, ça va jouer un rôle important en intelligence artificielle. » Alors, je vais vous expliquer la connexion, en mots encore. Vous vous doutez bien qu'il y a des équations très précises qui vous donnent la connexion,
mais juste en mots. Et c'est ça, la grande beauté en mathématiques. Une structure abstraite, elle peut s'appliquer à un problème et à un autre qui est radicalement différent. Et c'est la même structure. Alors, l'une des techniques les plus en vogue actuellement pour faire l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. C'est comment? Adversary learning, machine learning. Très précisément, si vous voulez frimer, apprentissage profond adversarial, par réseau de neurones, qui sait quoi. Peu importe l'algorithme précis, dans la technique, on fait comme si au lieu d'apprendre automatiquement à une intelligence artificielle, à un algorithme, on en avait deux qui sont l'un l'autre en interaction, comme un maître et un élève. Apprentissage automatique, c'est n'importe quelle technique qui apprend automatiquement à une machine, à un ordinateur, à effectuer une tâche. On en parlera dans quelques instants, mais ça peut être une tâche comme faire un diagnostic sur une image médicale, conduire automatiquement une voiture, repérer automatiquement sur un plan, sur un cadastre, quels sont les endroits où il sera le plus efficace de planter un panneau solaire, et ainsi de suite. Apprendre à partir d'exemples. Et là, vous avez, imaginez qu'au lieu d'avoir un élève à qui vous apprenez, vous avez un maître et un élève. Le maître va essayer de piéger l'élève en lui donnant des exemples qui vont le mettre en difficulté, pour bien lui montrer qu'il a encore plein de choses à apprendre. Et quand il y aura un nouvel exemple où il se trompera, ça sera une façon pour l'élève d'apprendre mieux. Ça vous rappelle l'école et tout ça. Et l'élève va s'obstiner à montrer au prof qu'il connaît le truc. Chacun essaye de piéger l'autre dans un certain sens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial, où on entraîne deux trucs à la fois, deux réseaux de neurones, pour faire ça. Et il y a un parallèle très précis à faire avec la configuration, les deux configurations de gaz dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on dit on transfère une configuration de gaz initiale vers une configuration de gaz finale, et qu'on s'occupe des outils qui permettent de mesurer combien les deux sont différents, quel est l'effort pour aller de l'un à l'autre, il y a sur certains outils, sur certaines mesures, ça renvoie exactement à l'effort qu'il faut faire pour entraîner les deux réseaux de neurones, l'un par rapport à l'autre. Voilà pour le parallèle et pour vous expliquer comment je me suis retrouvé, même dans mon territoire mathématique, si je puis dire, ceux que j'avais explorés en tant que chercheur, envahi par l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est la grande aventure des dernières décennies. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui s'est mis à tout envahir. Avec un changement de définition d'abord. Il y a 20 ans, un changement de définition, changement de moyens, changement d'enjeu. Il y a encore 25 ans, c'était un sujet compris comme c'est quoi les mathématiques de l'intelligence qui permettent de répondre de façon intelligente à un problème. Les politiques n'en avaient absolument rien à faire. On laissait juste aux équipes de recherche le strict minimum pour qu'ils n'aillent pas protester dans la rue. Et on décourageait les élèves en mathématiques de se lancer là-dedans. Et le monde de l'entreprise voyait ça comme des douces rêveries. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il ne s'agit plus du tout de faire quelque chose d'intelligent, il s'agit de réaliser des tâches automatiquement, comme je disais. Et ce qu'on a découvert, c'est que un algorithme complètement bêta, qui ne sait pas ce que c'est qu'un humain, un malade, un cancer, quoi que ce soit, qui n'a même pas le niveau d'intelligence d'un gamin, est capable de faire des diagnostics sur une image médicale plus précis que ceux des meilleurs experts en médecine du monde. Il ne cherche pas à comprendre. Il cherche juste à appliquer une recette qu'on lui a fait apprendre à coup d'exemple. L'objectif a changé donc. Il ne s'agit plus de faire quelque chose d'intelligent, il s'agit de faire quelque chose d'efficace. L'ampleur a changé. Le sujet est devenu politique au sens où, dans le monde, tous les pays qui veulent influencer la scène internationale en plan économique
se demandent combien de milliards ils peuvent réserver pour le sujet. Et c'est devenu de très loin le sujet le plus en vogue dans les développements mathématiques à l'interface avec le monde économique. Avec un vrai problème de salaire. D'ailleurs, on en parlera s'il y a lieu. Parce que c'est un sujet sur lequel un gros opérateur comme Google n'hésitera pas à mettre 10 fois le salaire universitaire quand il s'agit d'une vedette qu'ils veulent embaucher ou plutôt débaucher. Intelligence artificielle, c'est un sujet qui mange toutes les recettes possibles. Quand vous regardez les techniques, il y en a un paquet différentes. Là aussi, il y a des modes extraordinaires. Les techniques les plus en vogue aujourd'hui pour l'intelligence artificielle s'appellent les réseaux de neurones. Il y a encore 10 ans, les meilleurs experts vous disaient les réseaux de neurones, ça ne marche pas. Quand je dis les meilleurs experts, je veux dire les meilleurs informaticiens de France, tout ce que vous voulez. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ça marchait. Au milieu des années... il y a une petite dizaine d'années, quand des algorithmes entraînés par réseau de neurones, justement, se sont mis à vaincre tous les autres dans des compétitions internationales, concours du meilleur algorithme pour résoudre tel ou tel problème. Finalement, ça marche. Les gens qui sont obstinés à croire au réseau de neurones, ils sont devenus très célèbres. Ils ont reçu les plus grands prix qui sont en la matière maintenant. Yann Lequin, français, Yoshua Bengio, québécois dont je parlais, Geoff Hinton, canadien, et puis quelques autres, Kai Fu Lee, chinois, Jürgen Fritz Huber, allemand, Demis Hassabis, britannique. Voilà, là en gros, les 6 chercheurs les plus réputés du monde en intelligence artificielle, tous les 6 experts en réseau de neurones. Vous aurez noté que dans les 6, il n'y a aucun Américain. Malgré le cliché très persistant selon lequel c'est en Amérique que s'invente l'intelligence artificielle. On en reparlera s'il le faut. En tout cas, vous avez ici un exemple du fait que ce sont des techniques qui sont développées de façon inattendue, très pragmatiques. Et personne ne pensait que le sujet se développerait de façon aussi pragmatique. Si ça marche, ça marche. 3 mots-clés à retenir sur le domaine, et ce n'est pas les 3 mots-clés qu'on aurait dit il y a seulement 10 ans. La chose qu'on va retenir là-dedans, c'est que l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet qui a évolué au rythme du hasard, des rencontres, des changements de technique. 3 mots-clés. Premièrement, sujet expérimental. Beaucoup plus que ce qu'on croyait. Les algorithmes qui marchent sont ceux qu'on développe en expérimentant avec des équipes pluridisciplinaires et ainsi de suite. Deuxièmement, un sujet qui est beaucoup basé sur le partage. Partage des compétences, c'est un sujet qui, plus que n'importe quel autre, se construit dans des équipes pluridisciplinaires. Un algorithmicien et un spécialiste de mécanique pour des voitures autonomes ou des choses comme ça. Algorithmicien et médecin pour faire des algorithmes de diagnostic automatique. Algorithmicien et spécialiste d'environnement pour faire des algorithmes sur les panneaux solaires, les meilleurs emplacements automatiques ou ce que vous voulez. Algorithmicien et biologiste, par exemple, pour ces algorithmes qui reconnaissent automatiquement quelle est la maladie qui frappe tel ou tel arbre. Donc, beaucoup de partage de compétences. Et aussi, partage de données. Données, chaque fois que vous avez un résultat d'expérience, stocké dans un ordinateur, sur un format extrêmement lisible, comparable, calculable, c'est devenu la clé, le moteur de l'apprentissage automatique pour les algorithmes. Et c'est devenu un sujet mondial, un sujet qui n'était surtout pas considéré comme sexy par les mathématiciens, les bases de données, devenu un sujet clé pour cette recherche. Et puis troisièmement, souveraineté, par rapport aux applications, par rapport au pays. Tellement d'usages vont dépendre maintenant de questions liées à l'intelligence artificielle que plus personne ne peut en faire l'économie.
Ça veut dire un diagnostic qui sera fait de façon plus sûre. Ça veut dire un jour des morts qui seront évitées par des voitures plus sûres par conduite automatique. Ça veut dire des calculs bien plus sûrs de problèmes liés à la météorologie, à toutes sortes de questions de physique. Ça veut dire des applications, comme je disais tout à l'heure, ou même, comme c'est le cas, tenez, une application qui se fait en ce moment même, collier détecteur de mal-être animal pour les troupeaux de vaches ou de chèvres. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et grand enjeu sur comment est-ce qu'on va, nous, développer ces outils. Quand je dis nous, ça peut être la société, l'équipe de recherche, le système français, européen, tout ce que vous voulez. Mes chers amis, pour tout cela, la balle sera en partie dans votre camp. Je m'arrête là et je prends les questions. Allô, on m'entend là? Oui, je voudrais juste préciser que les personnes qui sont dans les autres amphithéâtres vont pouvoir aussi poser des questions par écrit. Et donc, Otman, si jamais il y en a d'autres, alors cette interface et cette retransmission simultanée est réalisée grâce à un organisme qui s'appelle la Cour des Grands et qui a été créé par un ancien de Guy Legrand et qui fait ça pour nous être agréable. Donc on aura également des questions écrites. Je laisse les questions orales. Les questions peuvent porter sur tout, sauf des questions politiques. Évidemment. Alors pourquoi ce cliché de l'intelligence artificielle qui se développe principalement aux États-Unis? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure et du coup on pourrait revenir sur ce sujet. Une raison majeure, c'est la capacité de développement de grandes aventures entrepreneuriales américaines. C'est-à-dire les États-Unis, pays d'Apple, de Microsoft, de Google, etc., etc. Et un pays dans lequel les très grandes entreprises, les capitaux peuvent se mobiliser de façon incroyable. Google, c'est l'histoire de toute petite équipe qui comprend que si on utilise le bon algorithme de recherche, ça s'appelait PageRank, en termes mathématiques, c'est une marche aléatoire sur un graphe orienté, ça vaudrait des milliards, plutôt des centaines de milliards maintenant. Et la façon dont ça s'est créé, dont ça s'est développé, c'est une vraie histoire américaine de conquête. L'algorithme en soi, la façon dont ça s'est développé, c'est né dans un cerveau européen. La façon dont ça a été utilisé, l'un des fondateurs de Google était le fils d'un universitaire, d'un mathématicien connu, et ça participait, disons, à cette culture. Les projets à l'interface entre le monde de l'économie et le monde des sciences ont souvent beaucoup plus de facilité à se développer aux États-Unis, surtout quand après il s'agit de faire des projets de masse. Et donc ces grandes entreprises en avant, en plus elles sont appuyées sur des égos énormes, quelqu'un comme Steve Jobs, juste inouï, et sur un génie de communication extraordinaire. Et ça a imprimé de façon très forte l'idée que l'aventure informatique, elle se crée, elle s'invente sur la côte ouest, sur la côte est. En IA, c'est exactement ça. C'est assez réparti, les formules, la recherche, c'est assez réparti à travers le monde, mais le développement économique des entreprises, des applications basées sur l'IA, il est très fortement, il est fort majoritairement aux États-Unis. Et les investissements, c'est peut-être 10% en Europe, tout le reste, c'est les États-Unis et la Chine. Et c'est ce que les
économistes prévoient souvent comme le grand choc économique frontal des années à venir, États-Unis contre Chine sur tous les domaines et en particulier sur ceux qui relèvent l'intelligence artificielle. Je vais prendre plusieurs questions à la fois pour gagner en fluidité. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le fait que la France investisse seulement 2,2% de son PIB dans la recherche et développement peut être un frein au rayonnement international de la France dans l'intelligence artificielle? Merci. Ok, continuons. Et qu'est-ce que vous pensez de toute la tradition, de toute une tradition dystopique qui va consister à diaboliser l'intelligence artificielle? Est-ce que finalement c'est un concept qu'on devrait limiter et si oui, comment? Ou alors est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'on devrait privilégier au maximum et que les États, comme vous l'avez dit, devraient financer le plus possible? Une troisième? Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que quand je vais chez le médecin, en tout cas le radiologue, il n'y a pas un algorithme qui fait le diagnostic, sinon confirme le diagnostic du radiologue, puisque les algorithmes sont si efficaces? Parce que ça ne me paraît pas très dur d'implémenter un algorithme qui va confirmer un diagnostic. Alors, on va y aller dans l'ordre. Sur la première question, dans mon souvenir, c'est plutôt 2,3% que 2,2%. En tout cas, c'est pas au niveau. Ouais, puisqu'il y a une cible à 3% qui a été décidée par la plupart des pays européens il y a longtemps, ça s'appelle Stratégie de Lisbonne, que nos voisins allemands sont en train d'atteindre, que certains pays nordiques ont atteint ou dépassé, mais que la France est encore loin d'atteindre. Alors là, évidemment, plus on investit dans la recherche, mieux c'est pour la recherche. Là, c'est un principe de base, si j'ose dire. Et ça ne suffit pas, la quantité ne suffit pas, c'est aussi une question de qualité, de la façon dont c'est fait. Il faut bien voir que c'est pas, et justement, je dirais, pour le développement de l'intelligence artificielle, c'est pas juste une question de montant. C'est aussi une façon dont sont organisés les laboratoires de recherche, une façon des moyens qu'on donne aux uns et aux autres. Alors, à la fin, ça se traduira par une question de montant. Je vais dire plutôt, ça se décline en salaire, équipement, mais aussi la façon dont on communique les uns avec les autres, les institutions avec les autres, et comment c'est mis en valeur. Sur l'intelligence artificielle, on a là un sujet qui est très valorisé, très compétitif, sur lequel il y a besoin de mettre un investissement prioritaire aussi. Alors, ça faisait partie des conclusions de mon rapport, le besoin d'un investissement important sur l'IA. Important à l'échelle de la France, ça reste quand même minuscule par rapport à l'échelle de la Chine, des choses comme ça. Pour donner les ordres de grandeur, là où il y a quelque temps, la région Île-de-France a annoncé un concours un concours pour l'intelligence artificielle, genre prime pour le meilleur algorithme, avec quelques millions d'euros par an. Ça, c'était à l'échelle de la région Île-de-France. Dans le même temps, une ville chinoise annonçait un plan d'investissement de 10 milliards. Bon. Et l'IA, c'est le sujet de toutes les sciences qui s'est le plus transformé en un sujet d'enjeu économique. Alors pour le coup, 10 milliards, c'est trop, mais bon. Question sur la dystopie. Les narratifs culturels, les imaginaires sur l'intelligence artificielle se concentrent autour d'un très petit nombre d'archétypes caricaturaux. 2001 l'Odyssée de l'espace, vous voyez, HAL, avec son voyant rouge, cet ordinateur géant qui prend le contrôle du vaisseau spatial et tout ça. Et Terminator. En gros, c'est les deux archétypes principaux
Dès qu'un journal télévisé veut illustrer un reportage sur l'intelligence artificielle, il va prendre un truc qui fait penser à Terminator, ou par exemple les robots de Boston Dynamics, qui ne sont pas vraiment de l'intelligence artificielle, dont d'ailleurs personne ne sait exactement comment ils fonctionnent, mais c'est pas ce genre de précision qui embarrasse d'habitude le reportage télévisé. Et donc il va vous mettre une espèce de robot qui monte l'escalier tout seul, qui transporte des charges et qui sait quoi. Et tout de suite on va penser Terminator, le robot qui va se retourner contre les créateurs. Variante, on peut argumenter l'un comme l'autre du Frankenstein qui reste père fondateur de toute une série. Alors certains vont dire, encore avant Frankenstein, on peut remonter au mythe du golem et toute une série de mythes dans lesquels la création, ce qui est fabriqué par l'homme, va se retrouver hors de contrôle, se retourner contre soi. Évidente allégorie de ce que peut être le progrès. C'est un problème qu'on ait si peu d'imaginaire. C'est un problème pour le débat public, c'est un problème pour l'acceptation, c'est un problème pour juste comprendre de quoi on parle, quoi. Si on croit que l'intelligence artificielle c'est un robot qui monte un escalier, on a bien du mal à comprendre l'enjeu de l'algorithme qui va reconnaître automatiquement le cancer du foie ou qui sait quoi. Donc c'est important d'avoir d'autres imaginaires et d'autres œuvres de fiction. Plus intéressant, qui est sorti il y a quelques années, certains d'entre vous l'ont vu à coup sûr, ce film qui s'appelle Her, dans lequel vous avez un humain qui tombe amoureux de son algorithme, l'algorithme qui se met à faire plein de choses variées et tout ça, et qui analyse bien un enjeu majeur dans l'IA, dans notre rapport à la robotique aussi, la question du lien que peut nouer l'humain avec sa machine, et d'un lien qui parfois est inquiétant, parfois dangereux, parce qu'on va personnaliser la machine, parce qu'on va lui faire un substitut affectif ou qui sait quoi. Ma collègue Laurence De Villers, une des grandes expertes internationales de l'éthique en intelligence artificielle, aime bien taper sur ce qu'elle appelle les fées clochettes. Fées clochettes, c'est cette espèce de logiciel, vous imaginez, machin, qui vient avec une petite boîte sur un écran, avec une sorte de petit personnage de dessin animé, avec une allure charmante, une petite fée, qui va s'occuper de donner de la compagnie à un célibataire qui a besoin d'affection. Produit qui a un certain succès, en particulier au Japon. Que va faire l'algorithme? Il va vous parler, vous dire des choses gentilles, vous envoyer des SMS parce qu'il connaît aussi votre numéro de téléphone. Mon chéri, je t'attends ce soir, ne rentre pas trop tard. Dépêche-toi, tu me fais poireauter, etc. Ah, je te souhaite une bonne nuit, vraiment, quel plaisir d'avoir, etc. La fée clochette, qui vient prendre une place affective et dont on peut se demander si c'est là pour vous aider, pour vous enfoncer encore plus dans votre solitude. Tomber amoureux d'une petite boîte, c'est pas forcément ça qu'on appellerait résoudre un problème de solitude. La dernière question, c'était sur... C'est sur quoi déjà? Pourquoi est-ce que quand je vais chez le radiologue? Oui, ça devrait se répondre les algorithmes. En vrai, l'interface entre les médecins et les algorithmiciens, elle n'est pas si facile que ça. Évidemment, c'est des cultures tellement différentes et votre système que vous n'avez pas calibré avec vos équipes, avec vos médecins qui n'ont pas été formés comme il faut et tout ça, il ne fonctionnera pas. Il y a un vrai enjeu de mélange des communautés, de refonte de la formation des enseignants. Il y a des collectifs qui se sont montés. Il y a des choses comme, par exemple, une association qui s'appelle Hippocrate, avec un I qui est un petit E, comme pour dire, comme Hippocrate, les façons électroniques, des gens comme Cécile Monteil, pour favoriser, développer la sensibilité numérique dans le monde des médecins. Ça veut dire des formations, ça veut dire aussi de la mise en contact entre les uns et les autres. À titre personnel, j'ai été co-animateur pendant quelques années d'un groupe de travail interdisciplinaire qui se faisait à l'Académie de médecine et qui était un groupe de travail mixte entre Académie des sciences, à laquelle j'appartiens, et Académie de médecine, à laquelle appartenait l'autre co-organisateur, Bernard Dorlinger, un médecin très réputé, spécialiste de cancer. Et
pendant longtemps, on se réunissait toutes les semaines, tous les 15 jours, pour justement échanger sur des sujets d'algorithmique au service de la médecine. C'est un vrai travail d'acculturation avant que ça descende. On a édité un bouquin là-dessus, si vous voulez regarder en ligne, voir le genre de choses. Je pense même que vous pouvez devoir trouver des contenus en ligne sur intelligence artificielle et médecine, qui regroupe toutes les contributions de nos invités au séminaire pendant quelques années. Bien garder en tête, médecine, c'est pas seulement une science, c'est un art. On dirait que toutes les sciences sont des arts, mais médecine, il y a un côté humain, il y a des habitudes, il y a des variations de culture très importantes, on ne vous sonne pas exactement pareil d'un centre universitaire à un autre, il y a des recettes qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. On estime que dans toutes les recherches qui se fait en matière de médecine, seulement la moitié est appliquée. Je veux dire, l'autre moitié n'arrive jamais à se frayer un chemin jusqu'à la salle de consultation ou jusqu'à l'hôpital. Parce que ça ne prend pas, parce que l'information ne passe pas, parce qu'on n'arrive pas à mettre en point les protocoles qui permettraient de transformer cette conclusion de recherche en quelque chose d'opérationnel. Et donc il y a toute cette dimension, culture, formation, etc., qui fait qu'une découverte, entre le moment où elle est faite et le moment où elle est mise en œuvre, il peut se passer longtemps. Quand on plonge là-dedans, on voit aussi que dans les arcanes de l'administration, il peut se passer très longtemps avant que la découverte soit faite, même mise en œuvre, et le moment où le système trouve les bons taux de Exemple de sujet mathématico-médical. Évidemment, pour avoir de la bonne intelligence artificielle sur la médecine, il vous faut des bases de données aussi précises que possible. Par exemple, pour évaluer si tel ou tel traitement est plus adapté, vous avez envie de savoir quel est le traitement exactement qui a été fait et quelles ont été les conséquences, comment le patient s'en est sorti. Et vous vous dites que dans les registres du système de santé centralisé français, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que la plus grosse base de données médicale en France, c'est la base de données des remboursements administratifs. Le SNIRAM pour les amateurs de base de données. L'un de mes collègues, que j'ai eu en professeur à l'École normale supérieure d'ailleurs, Emmanuel Bacry, est aujourd'hui devenu l'expert français en charge de coordonner l'analyse de cette base de données du SNIRAM pour voir quelles sont les découvertes qu'on peut en faire sur l'efficacité de certains traitements ou autres, à base d'intelligence artificielle. Et ce qui est là-dedans, dans cette base de données, en fait, c'est que les remboursements administratifs. Vous savez que le patient a acheté tel ou tel médicament et ses effets remboursés. Vous ne savez pas si le patient est mort après ou pas. Hein. Ce qui peut avoir des conséquences sur l'interprétation des résultats. Si ce sont les bases de données des gestes chirurgicaux, le geste que vous avez qui est écrit, l'opération qui est écrite, c'est l'opération remboursée. Sauf que, entre le moment où la nouvelle opération est faite, les gens se mettent d'accord pour dire on va opérer comme ceci et comme cela, et le moment où on se met d'accord avec les partenaires sociaux sur comment, à quel taux elle va être remboursée, il peut se passer des années. Pendant ces années, l'opération, elle sera encodée sur le rapport, évidemment, on met l'opération telle qu'elle est, mais après, quand il s'agit du remboursement, c'est pas celle-là qu'on encode parce qu'elle n'a pas encore de code, on en met une autre qui ressemble, qui est sur le même thème, mais qui, ça se trouve, est fort différente. Ah, alors, vous arrivez là, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi personne n'a jamais changé ça? Et vous vous retrouvez face à une jungle administrative, scientifique, avec telle ou telle personne qu'il faut convaincre pour changer le truc, etc. Ça fait partie des responsabilités des générations à venir, que toujours garder en tête. Nous sommes premièrement dans un beau pays qu'il faut défendre, deuxièmement dans un pays extraordinairement administratif, avec toutes les complications que ça représente. Et c'est notre boulot que de le simplifier et de le rendre plus réactif dans tous les sujets. Allez, encore un petit round de questions. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les développements technologiques que vous avez évoqués, je pense notamment aux voitures autonomes, sont compatibles avec la réponse aux enjeux environnementaux tels que l'épuisement des ressources? Où êtes-vous, pardon? Ici. Voilà, merci. Oui, est-ce que les voitures autonomes sont compatibles avec les enjeux environnementaux? Excellente question.
Je vais prendre 3, je réponds aux 3. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pensez qu'un problème comme le réchauffement climatique peut être résolu par les maths et l'intelligence artificielle? Très bonne question aussi, qui reprend la première. Ça, ce sont des questions que vous êtes très nombreux à vous poser. Le rapport entre environnement et sciences dures, entre guillemets. Une question ? Une question un peu naïve, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour des machines soient capables de résoudre des problèmes mathématiques? Et si oui, quand? Très bonne question aussi, complètement différente. Alors on va commencer par l'environnement. Premièrement, les questions d'environnement sont de loin, voilà, je vais le lancer, sont la plus grande menace aujourd'hui qui plane sur l'humanité. Je vais le lancer en disant il y en a d'autres, et parmi les risques de conflits graves et tout ce que vous voulez, bien sûr, toujours des risques de guerre importants un peu partout dans le monde aujourd'hui. Environnement, c'est 1, la crise du réchauffement climatique, 2, la crise de l'extinction massive des espèces, 3, la crise massive des déchets, 4, la crise massive des ressources, des matières premières. Tous les 4 sont dans une crise grave qui aboutira à des catastrophes dans les décennies qui viennent si elles ne sont pas maîtrisées. Évidemment, on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider par rapport à cela? La réponse est oui. Et en même temps, il y a un côté ambivalent, ça peut aider ou être dangereux, ça dépend de comment on le prend. Pourquoi ça peut aider? Parce que l'IA permet d'optimiser et de trouver des solutions sur un peu tout. Est-ce qu'il s'agit d'économiser de l'énergie? Oui. La voiture autonome, dans quelques années, consommera moins. Alors, j'allais dire, elle consommera moins de carburant, mais dans quelques autres années, de toute façon, on sera passé à la mobilité électrique ou hydrogène, et ce ne sera pas les mêmes enjeux en termes de bilan carbone. Mais en tout cas, elle consommera de toute façon moins d'énergie si elle est autonome, parce que l'algorithme s'adaptera mieux. La voiture autonome, si elle est bien utilisée, elle pourra participer au désengorgement, limiter les embouteillages, diminuer le bruit, diminuer le stress, diminuer le temps qu'on y perd et tout ça. Et ça, c'est de l'environnement, c'est de l'écologie aussi. Pourquoi je dis si elle est bien utilisée? Si se généralise la voiture autonome personnelle, là c'est la catastrophe. Les embouteillages seront encore pires que maintenant. C'est la voiture autonome partagée qui sauvera la mobilité. De toute façon, sans mobilité partagée, on restera cloué dans les embouteillages. Mobilité partagée, ça veut dire des transports en commun, du covoiturage, des navettes en particulier. Et où est le danger principal? Le secteur informatique est un gros consommateur de matières premières, gros producteur de déchets, gros consommateur d'énergie. À bien garder en tête, pour la première fois ces dernières années, depuis la naissance de l'informatique, dans les années 50, on se pose la question de la sobriété en informatique. À l'époque, tout ce que j'ai connu jusqu'à il y a quelques années, c'était toujours plus. Passer des données stockées sur des cassettes audio à des données stockées sur des disquettes. D'abord les disquettes molles, puis les disquettes dures, les CD, les clés USB, ce que vous voulez, maintenant dans des serveurs, sur des clouds, etc. Et toujours c'était la course à stocker de plus en plus de données et personne ne se posait de questions. Et maintenant, l'humanité est arrivée à tel volume de stockage qu'elle se demande comment on va faire pour en supprimer une partie, ne garder que ce qui est utile. Vous avez des institutions qui produisent beaucoup de données, des grands accélérateurs de particules, des choses comme ça. Rien que l'énergie nécessaire à maintenir les données stockées, c'est un truc dément. Et gros danger du secteur informatique en général, et donc de l'IA, c'est celui-ci. Explosion des coûts en énergie, en matières premières. Dans ces cas. De loin, c'est la question la plus délicate aujourd'hui qui se pose en informatique.
une autre remarque par rapport à la deuxième question sur le rapport entre modélisation, science, équation et climat. Réchauffement climatique, toutes les prédictions sont basées sur des équations mathématiques, des modèles de physique mathématique très sophistiqués. Il y a des modèles qui viennent de la météorologie, d'autres modèles qui sont spécifiques au climat. Et bien sûr, c'est un métier extrêmement basé sur sciences et technologies. Pendant longtemps, pendant un moment, avec une expertise manquante en probabilité et statistique, du moins pas assez de proba statistique. Mais ça inclut tout, hein, en fait. En tout cas, surtout des questions d'analyse, physique mathématique, probabilité statistique. Et besoin de beaucoup plus en la matière encore. Sans doute le plus important par rapport à ça, par rapport au climat, c'est ce que peut faire l'IA en matière d'optimisation des ressources énergétiques et la façon de passer d'une production d'énergie centralisée à quelque chose qui est délocalisé. Je termine avec la question du mathématicien automatique, mathématicien artificiel. Premièrement, rien ne permet d'affirmer qu'il n'existera pas un jour un mathématicien artificiel plus brillant que n'importe quel mathématicien qui imaginera les théorèmes les plus intéressants, les plus importants et qui sait quoi, qui résoudra de façon très forte. Peut-être ça arrivera si l'humanité s'est sortie du mauvais pétrin climatique. Et je dis ça parce que, à coup sûr, ça viendra dans longtemps. Ce qui viendra assez rapidement, et dans certains cas on sait faire, d'abord, ce qui existe déjà, c'est la preuve assistée par ordinateur. Sur des problèmes célèbres, ça a déjà été fait. À partir des années 70, d'une façon pas bien rigoureuse, et revisité de façon beaucoup plus rigoureuse dans les 15 dernières années, les preuves assistées par ordinateur. C'est comme ça qu'on a résolu le problème des 4 couleurs, savoir que n'importe quelle carte dessinée sur un plan peut se colorier avec 4 couleurs, de sorte que 2 pays contigus n'aient pas la même couleur. Le problème de l'empilement optimal des sphères, problème qui date de Kepler, savoir que l'empilement d'orange tel que vous le trouvez chez votre épicier du coin, c'est effectivement l'empilement le plus efficace, quelle que soit la taille, pour empiler des sphères. Et quelques autres, je ne serai plus là vous dire, vous en donner d'autres, mais il y a un certain nombre de problèmes très célèbres qui ont été résolus comme ça, avec une assistance par ordinateur. Également, ce qui a été fait et ce qui se fait bien, c'est de la vérification automatique. Les deux sont liés, assisté par ordinateur et vérifié automatique. Et donc vous avez certains théorèmes qui ont été vérifiés automatiquement par un algorithme. L'un des plus spectaculaires était un théorème bien costaud de théorie des groupes. Je ne saurais plus vous dire exactement, théorème qui portait sur la cardinalité des groupes vérifiant telle ou telle propriété. La preuve du théorème devait couvrir 200 pages ou quelque chose comme ça. Et ça a été une aventure qui a duré des années pour l'équipe qui travaillait là-dessus, équipe française, de transformer ce théorème en un langage entièrement vérifiable par ordinateur et de le vérifier, de montrer que, oui, avec probabilité 100%, il n'y a pas d'erreur dedans. Vous savez que dans un article de maths, il y a toujours des erreurs, dans une preuve, il y a toujours des erreurs, et de la même façon que dans un logiciel du commerce, il y a toujours des erreurs. Et n'importe quel compilateur C du commerce, il y a des erreurs dedans. Sauf s'il a été conçu spécifiquement avec un vérificateur automatique qui va traquer toutes les erreurs impitoyablement. Ce travail-là a été fait pour ce théorème de mathématiques, de théorie des groupes. Et ce travail a été fait aussi pour certains logiciels. Donc l'un des projets les plus impressionnants en la matière, c'est un projet français aussi, le compilateur certifié d'Arnaud Leroy, projet de recherche de longue haleine, sur lequel un compilateur C, c'est ces programmes qui transcrivent un programme écrit avec des mots en un exécutable, qui a été entièrement vérifié, certifié pour qu'on sache qu'il y a 0 bug. Il y a des enjeux derrière. Il y a des cas où un bug coûte des milliards. Il y a des cas où ça vous fait exploser une fusée, des choses comme ça. C'est des enjeux de vérifier qu'un truc est complètement sans erreur. Maintenant, vérifier c'est une chose,
Créer une preuve, c'est autre chose. C'est d'habitude beaucoup plus facile de vérifier que de créer. Et l'algorithme qui va créer une preuve difficile, importante, tout laisse à croire qu'on est encore très loin. La combinatoire est gigantesque. Il y a des algorithmes qui trouvent des preuves, en particulier en géométrie classique, qui sont assez impressionnants. Vous lui donnez le problème à résoudre et il va, en regardant un peu exhaustivement tous les possibles, vérifier ce qui est possible, ce qui est faisable, trouver des preuves. L'un de ces programmes fait partie du projet complètement barré de Madame de Noriko Arai, chercheuse japonaise, qui un jour s'est mis en tête de faire avec ses élèves un robot qui passe le concours d'entrée à l'université. Dans toutes les épreuves. Un robot qui va composer un essai, répondre à un exercice de mathématiques, etc. Passer l'examen d'entrée d'université. Il y a 2 ans, quand on en avait discuté, il se classait dans les 10% meilleurs élèves du Japon. Peut-être maintenant, c'est genre les 5%, au vu juste des résultats de la copie. Et en mathématiques, c'était plutôt genre les 2% meilleurs. Assez impressionnant donc. Pour autant, l'algorithme, même dans ce cas-là, on ne va pas l'appeler un mathématicien. Il donne une démonstration au sens logique de la démonstration. Il vous dit que c'est un enchaînement pac, 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 pac avec un arbre. Vous lisez le résultat, vous n'y comprenez rien. Or, une preuve, c'est pas juste une démonstration. C'est aussi quelque chose qui instruit, qui éclaire. Quels sont les arguments importants? Quel est le cheminement de la pensée? Comment il faut voir les choses? La plupart des preuves, démonstrations que vous voyez dans vos cours de maths, si vous les voyez écrits en langage entièrement rigoureux, compréhensible par un algorithme, vous ne la reconnaîtriez pas du tout. Ça serait illisible. Ce qui est important, c'est que la preuve est structurée, transformée en concept de telle sorte qu'on puisse la représenter, la comprendre. Se dire qu'il y a tel ou tel argument qui est important. Ça n'a aucun sens mathématique important. Quand vous avez une démonstration, normalement, il faut que tout soit rigoureux. Mais on sait bien, nous, la façon dont on y pense, en termes de concepts clés, de concepts éclairants, de hiérarchie des arguments. De la même façon que dans un ouvrage, on va dire qu'il y a des moments importants, des moments qui le sont moins, des moments de suspense et qui c'est quoi. Et c'est comme ça qu'on va comprendre l'architecture de l'ouvrage. Pas simplement comme le fait qu'il y a une succession de phrases qui sont grammaticalement rigoureuses. Et donc la réponse est là. L'algorithme qui trouve les démonstrations, on en est très loin, l'algorithme qui trouve et qui explique la démonstration d'une façon compréhensible, encore bien plus loin. Pour le coup, que ce spectre ne vous dissuade pas de vous lancer en mathématiques, ce qu'il souhaite. Voilà, je vous remercie.